D'abord, bienvenue en Suisse. Ça me fait très plaisir de vous accueillir ici à la résidence suisse et merci pour avoir organisé cet entretien. D'abord, vous avez raison. Je pense que les relations sont au beau fixe, elles sont excellentes, elles sont très variées, diversifiées. Et moi, je trouve qu'elles sont intenses, y compris en termes de visites. Donc, ça sera intéressant de comparer nos perspectives. On a eu, si je prends uniquement les 2 dernières années comme mesure, la visite du ministre Burita en Suisse, c'était au mois de décembre 2021. On a eu la visite l'année dernière du ministre des Affaires étrangères, M. Cassis, ici à Rabat, au mois de juin. On a eu l'automne passé la visite du ministre de l'économie, de la formation et de l'éducation et de la recherche qui est venu ici à Rabat. On a eu la visite de la secrétaire d'État à la migration. Voilà, comme ça, à brûle-pourpoint, je vois déjà 4 visites de haut niveau ici au Maroc. Il y en aura d'autres dans le pipeline. Il y a eu aussi des rencontres dans des enceintes internationales, que ce soit à New York ou dans d'autres cadres. Tout récemment, à Davos, le ministre de l'économie a rencontré son homologue dans le cadre de Davos. À Davos, il y avait aussi la ministre des Finances, il y avait la ministre de la Transition énergétique. Alors bien sûr, ce n'est pas un cadre bilatéral, mais il y a des contacts qui se font comme ça de pays à pays, de ministre à ministre. Et la Suisse est un pays peut-être un petit peu singulier de ce point de vue. Nous avons seulement 7 ministres en Suisse. Donc, quand on parle de visite à haut niveau, de visite ministérielle, nous avons seulement 7 ministres qui peuvent faire cela. Et donc, dans ma perspective d'ambassadeur de Suisse au Maroc, le fait d'avoir eu déjà 2 des 7 ministres présents dans des visites officielles au Maroc, et je ne mentionne pas ces rencontres comme ça dans des cadres multilatéraux, je trouve que c'est une relation qui est non seulement riche, non seulement variée, mais également intense. Je pense qu'il y a ce paradoxe, d'une part, d'une Suisse, et notamment du secteur privé, qui est très présente au Maroc. On est régulièrement dans le top 10 des principaux investisseurs étrangers dans le royaume. Nous avons une 50aine, bientôt 60 entreprises qui sont actives ici, y compris avec des sites de production et pas seulement des sites de commerciaux ou de vente. Et donc, il y a une prise de conscience de plus en plus marquée du potentiel du Maroc comme pays en tant que tel, mais également de porte d'entrée vers tout le reste du continent africain. Alors cette prise de conscience, elle est à la fois réelle et elle est à la fois dans le potentiel. On se rend compte qu'il y a un potentiel beaucoup plus grand de partenariat gagnant-gagnant. Et je vais vous donner quelques exemples de directions que ces visites que j'ai mentionnées, et en particulier la visite du ministre de l'économie, de la formation, de la recherche, c'était au mois d'octobre l'année dernière, 2023. Il est venu accompagné d'une vingtaine de représentants, presque une trentaine de représentants de l'économie et de l'éducation supérieure. En Suisse, les 2 choses vont souvent main dans la main. La Suisse, par exemple, est depuis 13 ans consécutivement le pays le plus innovant au monde. Et ça, c'est un exploit assez extraordinaire parce que c'est facile d'être innovant une fois ou 2 fois, mais de l'être 13 années consécutives dans un monde globalisé où la compétition est absolument extrême, c'est un exploit. Et ça, c'est un exploit qui montre que l'interaction et l'intersection entre innovation, économie est très important. Donc le ministre est venu avec une trentaine de représentants du secteur privé, le président d'Économie Suisse, qui est l'organisation fêtière des entreprises suisses, et puis des professeurs, directeurs, présidents d'universités. Et c'est cette conjonction d'éléments qu'on aimerait aussi pouvoir entrer en dialogue beaucoup plus intense avec le Maroc. Éducation, je commence par ça, parce que sans éducation supérieure, sans système de formation, y compris au niveau des apprentissages, c'est très difficile d'avoir des économies performantes.
Et là, le Maroc est vraiment un partenaire très intéressant pour la Suisse, où on peut se regarder à égalité de qualité et de potentiel. L'École polytechnique fédérale de Lausanne, par exemple, a institué des partenariats vraiment très prometteurs avec le Maroc, avec l'université Mohamed VI, polytechnique de Ben Guerir. L'école hôtelière de Lausanne, qui est la meilleure école hôtelière au monde pour tout ce qui est le tourisme, l'accueil, le sens de l'hospitalité, et Dieu sait que le Maroc est vraiment champion du monde aussi dans ces domaines, mais il y a peut-être en termes de formation un besoin de mise à niveau pour l'accueil d'excellence. Et là, il y a des partenariats également entre l'université Mohamed VI Ben Guerir et l'école hôtelière de Lausanne. Et là, on a aussi un partenariat très intéressant avec l'OFPPT et l'école hôtelière de Lausanne. Et ce qui est intéressant avec le Maroc, de nouveau, c'est, en termes de formation, c'est non seulement tout ce potentiel qui existe et les réalités qui existent actuellement au Maroc, mais également toute cette perspective africaine. Et il y a des très beaux programmes, un programme en particulier qui s'appelle Excellence in Africa, qui a une dimension continentale, africaine, entre UM6P et PFL. Et puis derrière, il y a le secteur privé, l'économie, l'industrie, les services qui doivent accompagner et mettre en œuvre cette innovation. Parce qu'une innovation qui reste dans un laboratoire, qui reste au niveau d'une salle de classe, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ça descende au niveau du travail industriel, du travail des services. Deux exemples peut-être, dans le domaine de l'agrotech. Vous avez une industrie agricole qui est très forte, qui souvent dépend de la pluviométrie. On sait qu'on est dans des périodes de sécheresse. Alors l'agrotech peut servir le Maroc, que ce soit par rapport à des apports de pluie ou de gouttes d'eau très ciblés dans des cultures particulières. Et là, il y a des éléments de drones, il y a des éléments de computer, il y a des éléments de digitalisation des processus. Et certainement que les startups suisses peuvent être utiles et inversement, parce que vous avez déjà des expériences qui peuvent être utiles aussi pour nous. Et puis, toujours dans le domaine agricole, également tout ce qui est lié à l'halieutique. Alors la Suisse n'a pas de mer, on le sait. Par contre, on a des formes de fermes pour des produits de la mer, que ce soit des crevettes, des poissons, qui peuvent être générés même dans le désert, avec un apport d'eau minimal et des systèmes de filtration et d'enrichissement de l'eau tout à fait naturels, qui permettent d'avoir des productions de crevettes, de poissons ou d'autres produits de la mer dans n'importe quel milieu. Et là, ça peut être intéressant pour le Maroc, parce que vous avez des terres qui n'ont parfois pas d'irrigation artificielle, des terres qui deviennent pauvres, mais qui pourraient permettre, évidemment, avec ces apports technologiques suisses, de créer de la richesse, de la production aquatique, même au milieu désertique. On pourrait citer beaucoup d'autres exemples. Dans la FinTech, il y a certainement des tas de possibilités de capacités financières, et le Maroc, avec le Casa Finance City, est un hub financier africain de grande importance. Adossé à de la FinTech suisse, on pourrait faire des choses très, très intéressantes, également servant au développement africain. Et puis, de manière générale, l'innovation, je pense que c'est une piste pour le Maroc, que vous avez déjà emprunté dans beaucoup de domaines, dans le domaine automobile, dans le domaine de l'avionique, mais par exemple dans le domaine textile. La Suisse est un champion du monde du textile intelligent, du textile pour des besoins spécifiques, que ce soit des fibres pour du matériel sportif, ou des fibres pour des produits ou des métiers dangereux. On pense à des pompiers, on pense à certains métiers peut-être de bûcheronnage, où il faut des protections particulières, et les vêtements peuvent avoir ces fibres particulières.
Et là, la Suisse est aussi championne du monde. Et pour le Maroc, c'est important parce que vous avez une longue tradition du textile traditionnel, mais il y a une compétence au Maroc de monter en puissance pour être un pays à la pointe de compétences nouvelles. Et là, je pense que la complémentarité avec la Suisse peut être un atout qui est utile au Maroc comme pour la Suisse, où on a besoin, nous, de capacités de production supérieures, avec des ingénieurs, avec des ouvriers et des ouvrières qui sont de très bonnes compétences. Voilà, donc c'est juste 3 petits exemples comme ça. J'ai été un peu long parce que c'est un sujet, vous avez compris, qui m'intéresse. Je pense que les 2 pays sont complémentaires. Les 2 pays sont en train de se découvrir. La Suisse a compris, par la montée en puissance du Maroc de manière globale, qu'il y avait un partenaire très intéressant dans ses frontières immédiates. Je pense que le Covid et les incidents géostratégiques que l'on voit ont fait du Maroc une nouvelle plateforme très intéressante. Le développement de Tanger Med, qui est également devenu le plus grand port de la Méditerranée, ont aussi fait en sorte que le Maroc se recentre et redevienne dans la prise de conscience important et crucial pour l'économie européenne. Et donc la Suisse est aussi dans cette mouvance de rapprochement, de nearshoring, de best cost value, pour prendre des expressions pas très francophones, mais que tout le monde comprend. Là aussi, je crois qu'on est complémentaires et le soutien n'est pas forcément toujours dans le sens Suisse-Maroc. Je pense que sur les énergies renouvelables, le Maroc n'a de leçons à recevoir de personne. Au contraire, je pense que vous avez une expérience, notamment dans l'éolien et dans le solaire de très longue date, qui peuvent être utiles. Vous avez un climat particulier que nous n'avons pas chez nous. Et c'est peut-être là où on peut être de nouveau complémentaires. On a dû aussi développer, comme on a moins de soleil, on a dû développer des panneaux solaires, des capteurs qui sont particulièrement efficaces, que nous sommes en train d'installer notamment dans les Alpes, parce qu'il y a beaucoup de soleil. Et avec la réverbération liée également à la neige, ça nous donne aussi une luminosité particulière. Mais ça nécessite des panneaux solaires avec une capacité d'absorption particulièrement forte. On a aussi dû, pour habiller les habitations suisses de panneaux solaires, développer des panneaux solaires intelligents qui s'adaptent en termes de forme, en termes de couleur, pour qu'au niveau esthétique, la Suisse est un pays petit, avec une densité urbaine très forte, et donc il faut que ces panneaux solaires s'adaptent au paysage. On ne peut pas avoir des kilomètres carrés, des hectares de panneaux solaires comme on le voit dans certains pays, notamment par exemple en Californie. Il faut qu'on ait des systèmes beaucoup plus flexibles, également pour des maisons individuelles qui deviennent autonomes. Et je pense que c'est là qu'il y a cette complémentarité. Vous avez des expériences, vous avez l'IRESEN qui fait un travail extraordinaire, vous avez le MASIR qui fait aussi d'excellentes recherches dans ces domaines. On a également des écoles polytechniques et des écoles supérieures qui développent des choses dans ces questions-là. Et ça, c'est une des pistes sur lesquelles on veut travailler, sur l'éolien, sur le solaire, mais également sur l'hydrogène vert. La Suisse n'a pas les compétences que vous avez, ni les matériaux que vous avez. Par contre, on a pu développer déjà des projets très concrets. Je donne 2 exemples de choses qui fonctionnent bien à l'hydrogène vert. C'est des camions, la grande distribution pour les grands supermarchés se fait principalement maintenant avec des flottes de camions, des 40 tonnes, qui sont mus par de l'hydrogène vert. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Maintenant, nous, on a ici de l'expérience concrète
de gros camions qui fonctionnent à l'hydrogène vert. Et puis l'autre chose, c'est des petits barrages qui produisent l'énergie nécessaire à la production d'hydrogène vert pour alimenter une ville ou un grand village. Donc ça, c'est des choses où on peut être là également complémentaires. Mais sur le développement durable, j'aimerais juste citer encore un autre domaine, parce qu'on a vraiment une relation bilatérale qui est très variée. On a parlé d'économie, on a parlé de formation, on a parlé de recherche, on a parlé de politique, mais on a également sur le développement durable des relations qui sont dans le cadre des accords de Paris sur le climat. Il y a un fameux article 6 qui permet à deux pays de se mettre ensemble pour essayer d'optimiser leur quota de CO2. Et là, on a signé un accord, c'était en marge de la COP, entre le ministre des Affaires étrangères et votre ministre de la Transition énergétique, Madame Ben Ali, qui permet aux deux pays de développer des partenariats, notamment avec le secteur privé, et c'est ça où c'est intéressant, mais aussi des collectivités publiques marocaines, et une fondation suisse qui s'appelle la fondation CLIC. Et on est en train maintenant justement d'offrir des possibilités à des entreprises et des collectivités publiques marocaines de se mettre en contact avec la fondation CLIC pour recevoir des financements suisses à travers la fondation qui permettent à ces entreprises ou à ces collectivités publiques de baisser leur niveau de CO2 avec des innovations, avec des investissements qui sont peut-être trop conséquents en termes de ressources financières et d'impact écologique, mais grâce à l'intervention suisse, peuvent permettre à des entreprises de se lancer dans des projets d'économie de CO2. Donc ça, c'est aussi une piste qui est très intéressante. Les Marocains résidant à l'étranger, en Suisse, on en a, alors moins que d'autres pays voisins de la Suisse, d'autres pays européens, mais on a une présence marocaine importante qui est en partie ancienne et qui se renouvelle régulièrement. Elle se renouvelle notamment par l'arrivée des étudiants. Et ça, c'est un des axes que j'ai essayé de donner à l'ambassade, de rapprocher aussi au niveau scientifique le Maroc et la Suisse. Alors on a commencé par un premier, et c'était le premier appel à projet pour des échanges entre universitaires, de projets de recherche. Le succès a été considérable, je ne le cache pas. Ça a été presque une surprise en Suisse de voir à quel point il y avait un appétit pour la Suisse et une connaissance des mécanismes suisses et des universités suisses. Et donc il y a eu une réaction très forte au Maroc. Et cette réaction a été positive tant au niveau des centres de recherche et des universités marocaines que des universités suisses, bien sûr, mais également au niveau du ministère de l'Éducation supérieure, ici, qui a formidablement joué le jeu de partenaire pour lancer ce processus. Et donc, on a immédiatement tiré le bilan de ça pour lancer un deuxième appel à projet. Donc, on est monté en puissance de manière très rapide. Le deuxième appel à projet est actuellement en cours et je n'ai aucun doute qu'il sera tout aussi positif que le premier. Le premier a permis à 10 universités marocaines de se mettre en contact avec 10 universités suisses pour des projets de recherche, d'innovation commune, où on met ensemble les ressources et les intelligences. Alors, tout ça nous amène aussi justement à votre question. C'est-à-dire que ces partenariats de recherche permettent aussi à des jeunes Marocains de venir étudier ou continuer des recherches en Suisse. Et notamment, je l'ai déjà mentionné, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, mais il y en a beaucoup d'autres. Je ne réduis pas ni la Suisse ni le Maroc à respectivement l'EPFL et UM6P Ben Guerir. Heureusement, les tissus de part et d'autre sont beaucoup plus larges, beaucoup plus profonds et variés. Mais pour parler de l'EPFL, parce que c'est une des universités phares de la Suisse, il y a 107 nationalités, si je ne fais pas erreur, peut-être 108, peut-être 109, représentées. Donc c'est une école absolument globale.
La première communauté, c'est la communauté suisse, c'est logique. La deuxième, c'est les Français, c'est les voisins. Et la troisième, c'est les Marocains. Donc il y a une très forte présence marocaine de jeunes Marocains qui ont leur bac ici au Maroc, qui viennent étudier à l'EPFL. Oui, c'est aussi une dimension qui me tient à cœur et qui va de nouveau dans les deux sens, parce que je crois que c'est très important qu'en Suisse également, il y ait une meilleure connaissance du Maroc, pas seulement comme destination touristique, ça c'est déjà acquis, mais qu'on ait également quelque chose sur la culture, sur l'histoire millénaire du Maroc. Alors voilà, on essaye de s'activer. On a la chance de pouvoir compter sur des sponsors financiers parce qu'il faut de l'argent. Et les 50-60 entreprises suisses que vous avez mentionnées qui sont actives au Maroc ont vraiment la gentillesse de nous épauler, de nous aider à développer des initiatives. Alors on a eu beaucoup de projets, en particulier dans le cadre des célébrations du centenaire de la présence diplomatique suisse au Maroc. On a pu décliner toute une série de projets culturels, certains autonomes, certains en partenariat avec des institutions marocaines, en particulier avec l'Académie du Royaume, avec l'Académie des sciences et de la technologie, l'Académie Hassan II. Et là, on a pu avoir des échanges tout à fait intéressants avec les deux académies et des intellectuels professeurs suisses. Mais également des choses plus prosaïques, avec des échanges au niveau des films suisses au Maroc, des films marocains en Suisse. La musique est certainement une langue universelle qui permet de passer beaucoup d'émotions. Je suis très heureux, je peux vous l'annoncer, nous aurons 2 présences helvétiques et ça sera une première au prochain festival de Fès, des musiques sacrées, qui est quand même une institution marocaine et universelle, de par justement ce langage et cette idée du sacré, qui réunit, je crois, tous les êtres humains. Et donc voilà, on aura 2 groupes suisses qui vont jouer à Fès au mois de mai, sauf erreur. Alors, la Suisse est absolument à disposition des parties et s'inscrit dans le cadre défini par l'ONU. Je crois que ça c'est très important, c'est un processus qui est régi par l'ONU, par le Conseil de sécurité, par le secrétaire général et son représentant personnel. Et la Suisse soutient absolument les efforts de l'ONU dans ce contexte, et en particulier ceux du représentant personnel du secrétaire général. Le précédent, l'actuel, voilà. Alors, on a réitéré, que ce soit directement auprès du représentant personnel comme auprès du secrétaire général. La Suisse est membre du Conseil de sécurité comme membre non permanent pour l'année 2023 et l'année 2024. Donc on est encore membre du Conseil de sécurité pour cette année. On a réitéré notre disponibilité pleine et entière, que ce soit pour abriter des tables rondes ou pour d'autres choses qui seront dessinées et décidées dans ce cadre défini par le processus onusien.